Et on va commencer. Bonsoir à tous. Merci d'être là si nombreux et en délire pour ce post-ESMO. Comme on sait que tout le monde est chargé mais veut aller droit à l'essentiel, on a choisi de faire ce post-ESMO en pitch, c'est-à-dire quand même des séquences rapides, accrocheuses, intenses et intelligentes. Et donc, c'est Marion Deslandres qui va orchestrer tout ça. On a essayé de couvrir à peu près les topos, mais on pourra déborder un peu si tout le monde tient bien son temps. Et peut-être juste dire qu'on propose de faire une question par thème, pas plus. On verra entre la salle et la visio s'il y a des questions, mais on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Voilà. Alors, déjà, merci Rosine de m'avoir proposé de modérer cette réunion post-ESMO. Et on va sans plus attendre démarrer par l'urologie avec le duo de choc, Mathieu Roumigui et Loïc Mouret, pour les incontournables de l'urologie. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de partager le podium avec Loïc. Vous allez voir que mon intervention va être assez rapide parce que pour ce qui est de la maladie localisée à l'ESMO, il n'y a pas eu beaucoup d'informations croustillantes. Par contre, Loïc va vous donner une belle overview et des résultats intéressants que vous avez dû bien sûr voir passer. Donc moi je l'ai fait en forme de pitch, donc pas de diapo, juste une diapo et 2 études à présenter. La première étude c'était dans le cancer de la prostate. En tant qu'urologue on se pose toujours la question sur nos maladies qui sont PT3, PT4, PN1 ou avec marge chirurgicale positive si on a besoin d'intensifier le traitement local par une radiothérapie immédiate post-chirurgicale. Et donc il y avait déjà 3 études, dont une française, le GTUC 17, qui avait évalué radiothérapie immédiate ou radiothérapie de rattrapage avec une petite nuance qui est le PSA à 0,1 pour déclencher la radiothérapie alors qu'habituellement dans nos pratiques c'est 0,2. Et ces 3 études étaient plutôt négatives, en tout cas sur les données habituelles de survie sans métastase notamment et de survie sans progression. Cette année, il y a eu une actualisation des résultats de l'étude Radicals qui était présentée par Parker. 1400 malades, exactement ces profils, randomisation, radiothérapie immédiate ou dite de rattrapage PSA supérieur à 0,1. Et il y avait l'actualisation, pourquoi ? Parce qu'ils ont présenté les données d'OS et il n'y a pas d'amélioration de la survie globale chez ces patients qui sont traités immédiatement après radiothérapie. D'autant plus qu'il y a des effets secondaires qui sont majorés. Et donc, par ces résultats, on enterre définitivement, en tout cas dans ce contexte-là de patients bien sélectionnés, la radiothérapie immédiate après prostatectomie lorsqu'on a des résultats anatomopathologiques de haut risque. On attend, on monitore le PSA et s'il augmente supérieur à 0,1, dans cette étude, on traite par radiothérapie. Le deuxième sujet intéressant, qui est vraiment à cheval entre l'urologie et l'oncologie, et c'est un sujet très, très, très à la mode pour nous, c'est le traitement des tumeurs de vessie qui ne répondent pas au BCG, BCG unresponsive pour les Anglais. C'est une population, donc je rappelle, BCG, tumeur de vessie n'infiltrant pas le muscle, donc qui reste juste dans la partie de la muqueuse, c'est les stades inférieurs à T2, qui sont de haut risque parce que c'est des maladies de haut grade, on les traite habituellement par BCG thérapie. La BCG thérapie marche très bien, mais il y a 50% de malades qui vont récidiver. En 2018, la FDA a donné une définition pour un peu homogénéiser cette cohorte de patients et essayer de créer des essais pour leur trouver une alternative au traitement qui est actuellement encore recommandé, qui est la cystectomie. Actuellement, si on a un patient qui a une vessie une maladie non infiltrante, qui reçoit du BCG et qui récidive précocement, actuellement, le traitement, c'est la cystectomie. Et donc, il y a beaucoup d'essais qui sont apparus dans ce champ de la maladie, avec l'atezolizumab, l'essai du SWOG, avec le pembrolizumab, la MK057, pembrolizumab qui a été approuvé par la FDA dans cette indication. Et là, on a des nouveaux agents qui arrivent avec l'étude Sunrise 1. C'est une promotion Janssen. Et c'est très intéressant parce que c'est 3 bras. C'est du cétrilimab. Cétrilimab plus un bretzel qui diffuse de la chimiothérapie pendant 3 semaines, de la gemcitabine en intravésicale, un bain permanent de chimiothérapie. Et un bras, bien sûr, de
TAR-200, qui est ce dispositif seul. Il présentait à l'ESMO les résultats de 54 patients qui ont été traités par le bras Bretzel seul, TAR-200. Et les résultats sont assez importants puisque taux de réponse complète anytime dans le suivi, 76% environ sur 54 malades, une très bonne tolérance. Et donc, juste pour info, pembrolizumab par exemple, à 3 mois, taux de réponse complète 40%, taux de réponse à 1 an 19%. Donc on arrive peut-être à challenger un traitement systémique par un traitement endovésical aux effets secondaires qui sont beaucoup moins importants, avec juste en changeant non pas la drogue, mais le mode de délivrance de la drogue avec ce nouveau diffuseur qu'on peut insérer dans la vessie. Voilà, je m'arrête et je laisse la parole à Loïc, puisque je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur le localisé. Merci Mathieu, c'est dommage parce qu'on t'écouterait des heures à parler de ces bretzels. Alors, c'est l'heure de l'apéro. Moi, je vais vous parler un peu de cancer de la vessie, beaucoup de cancer de vessie, un peu de cancer de la prostate, un peu de cancer du rein pour le best-of. Alors, pitcher, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Tu nous diras, Rosine, si c'est ça, pitcher. Moi, on va essayer. C'était bref et concis, la règle. D'accord, alors j'y vais. Donc, cancer de la vessie métastatique. D'où on vient ? Depuis 2000, le standard, c'était la gemcitabine cisplatine. C'était la base du traitement. Et ça, c'est à gauche, c'est l'actualisation de 2005. Et on n'avait pas fait mieux. Médiane de survie environ 14-15 mois. On avait simplement fait un peu mieux en ajoutant de l'avelumab, c'est-à-dire de l'immunothérapie en entretien. Et on montait à une survie de 21 mois. Présidentielle à l'ESMO, l'association d'un ADC, un anticorps drug conjugate, dont on va reparler, associé à du pembro, fait péter les scores. C'est-à-dire que là, en survie globale, en première ligne de cancer de la vessie, on a une survie globale de 31 mois. Donc on double. Vous avez raison d'applaudir, parce que je sais que ce n'est pas moi que vous applaudissez, mais les résultats. Et de fait, cette présentation était super, très émouvante. Moi, j'y étais, je ne sais pas si d'autres y étaient. Donc celui qui l'a fait, c'est Thomas Paul, c'est un Anglais, donc un peu farfelu, assez acteur, qui joue le rôle. Je peux vous dire, on l'a suivi parce que bien entendu, il parle sans arrêt à l'ESMO. Il avait les mêmes chaussettes vertes porte-bonheur pendant toute la semaine et ça a marché. Standing ovation, des cris dans la salle. Vraiment, tout le monde a été très, très ému de ce résultat très spectaculaire et c'est notre nouveau standard. En plus, pas de cisplatine, ce qui est pas mal dans les cancers de la vessie, mais on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres réunions. C'était d'autant plus sympa que juste après, il y avait un Hollandais qui présentait une deuxième étude qui montrait un gain en survie, donc c'est un truc qu'on attend depuis 25 ans, et le pauvre, il passe derrière Thomas Paul. Alors déjà, sur la présentation, c'était beaucoup plus tristoun, donc il avait le seum, ça se voyait, et on a une deuxième étude qui fait gemcitabine cisplatine plus nivolumab, avec nivolumab poursuivi après la chimiothérapie, qui donne une survie globale de 21 mois, c'est-à-dire que ça bat le standard GC, mais un an trop tard, puisqu'il s'est fait dépasser par EV-Pembro, qui va devenir notre nouveau standard. Donc et gros scoop en cancéro-uro de l'ESMO, et peut-être le scoop de l'ESMO, c'est ça. Dans la vessie, ça bouge beaucoup. On a été très longtemps dans une espèce de tunnel, voilà, mais là, ça bouge dans tous les sens. C'est un véritable feu d'artifice. On a à peu près 20-25% des cancers de la vessie qui sont mutés pour FGFR3 et on a des médicaments, des thérapies ciblées comme l'erdafitinib qu'on peut utiliser et qui, chez les patients pré-traités par chimio et immuno, peuvent être une alternative. Et l'autre truc qui bouge et qu'il va falloir suivre, c'est les ADC. Je pense qu'à l'ESMO, on a parlé dans toutes les disciplines d'ADC, en cancérologie, urologique aussi, puisque vous avez vu que ça fait tomber le standard de première ligne. Et ce n'est pas fini parce qu'on peut même les associer entre eux. Il y avait une phase 1 de enfortumab vedotin plus sacituzumab govitecan avec un profil de tolérance acceptable, en tout cas pas de majoration. Ils ont déterminé les niveaux de dose et on voit qu'on a des taux de réponse de 70% et des longues réponses chez des patients lourdement prétraités. Donc on peut imaginer qu'avec un peu d'immuno, ça peut faire des trucs super chouettes. Donc vous voyez que dans la vessie, c'était vraiment très spectaculaire. Cancer de la prostate, pas la même ambiance. Bien entendu, il y a l'essai PSMA fort. Aujourd'hui, en cancérologie de la prostate, on a un nouveau type de traitement qui sont les RIV, les radiothérapies internes vectorisées, que nos équipes de médecine nucléaire connaissent bien. C'est le lutécium PSMA. Ça a montré son intérêt en survie globale chez des patients pré-traités par hormonothérapie de nouvelle génération et chimiothérapie.
Donc ça, c'est acquis. Et bien entendu, ça va remonter le courant. Là, ce sont des patients qui ont eu une seule hormonothérapie, qui n'ont pas eu de chimio, donc ça marche. La survie sans progression est doublée. La survie globale, pas encore, mais comme il y a un crossover, on sait que ça va être perturbé par ça. Mais la RIV va prendre de la place à tous les stades de la maladie prostatique dans les années qui viennent. C'est vraiment quelque chose qui est à suivre. Par contre, on a eu le seum aussi, parce que l'immunothérapie dans les cancers de la prostate chez les all-comers, avec le Pembro utilisé dans différentes situations, ça ne marche pas. Donc l'immunothérapie, comme dans les autres organes, ça ne marche pas. Est-ce que c'est la fin des traitements à visée immunitaire? Non. Il y a des anticorps biconjugués qui vont sûrement être, bispécifiques, pardon, qui vont sûrement être intéressants. On a eu des résultats, c'est à suivre. Enfin, dans le cancer du rein, pas de scoop énorme, mais probablement un new kid on the block avec un nouveau médicament qui s'appelle le belzutifan, qui est un inhibiteur de IFS. C'est le first in class. C'est intéressant. Bon, il fait mieux que les vérolimus chez des patients multitraités, pas en scoop, en tout cas en PFS, la survie globale est attendue. Mais par contre, c'est un traitement qui est assez bien toléré et qui, en association avec les autres médicaments, notamment les antiangiogéniques et les immunothérapies, et sera probablement intéressant et va nous aider à faire encore mieux que ce qu'on fait déjà grâce aux associations immuno-TKI ou immuno-immuno. Voilà les principaux scoops pour l'uro et je vous laisse la parole pour la suite. Profitez bien de la soirée. Bravo pour le timing. Merci à tous les deux. Extrêmement intéressant. J'étais moi aussi à la présidentielle, c'était très émouvant, c'est vrai. Une question, une seule. Allez, les internes, c'est sûr, il y en a. Du coup, la chimio viendra en deuxième ligne ou ça va vraiment changer? On va vraiment faire lever par droit à tout le monde? Oui, alors ça reste de la chimio levée, mais bien entendu, après, comme d'habitude, quand tu as des choses qui cassent un peu les codes, eh bien, il va falloir réinventer la suite. Alors là, c'est pas le lieu, mais il y a des choses qui arrivent dans le rein comme dans la vessie, c'est l'immuno en adjuvant, et bien entendu, ça rebat les cartes derrière. Il y aura toujours une place pour le cisplatine pour ceux qui peuvent en recevoir, mais probablement en deuxième ligne, mais tout ça reste à évaluer. Mais clairement, dès que c'est disponible, on ira, et à l'oncopole, on aura, parce que ça va probablement mettre un peu de temps, on aura un essai, je crois, en début d'année, m'a dit Damien, avec des traitements de ce type. Donc voilà, on a de beaux jours devant nous en oncologie urologique. Parfait, merci beaucoup. On enchaîne avec la pneumologie. Julien, merci. 15 minutes. Merci beaucoup. Donc l'oncologie thoracique, c'est des diapos que j'ai faites avec l'équipe et avec Laurence Biguet. Donc un ESMO assez important pour l'oncologie thoracique. On avait vécu les applaudissements, c'était quand c'était l'immuno en première ligne. Là, ça a été un peu plus modéré. Enfin, on va commencer par les stades opérables. J'aurais bien aimé venir moi aussi avec mon chirurgien thoracique, avec Laurent Boucher, mais bon, il gère la RCP pendant que je suis là, donc on peut pas être là tous les deux. Donc, les stades opérables, le standard, c'est d'opérer, et ensuite, jusqu'à présent, on faisait, pour les stades un peu avancés, 4 cycles de chimio avec un bénéfice qui était très faible. Maintenant, c'est de découper, comme vous savez, le cancer du poumon en petits sous-groupes et de voir si les thérapies ciblées ou l'immuno peuvent apporter quelque chose. Premier sous-groupe, c'est les EGFR, 15% des patients. Si on prend les non-fumeurs, si on prend les femmes, si on prend les asiatiques, on arrive à 40 ou 50%, mais population française, 15%. Et c'est ADAURA, qu'on connaissait déjà, on avait déjà montré que ça améliorait la survie sans progression. Est-ce que ça améliore la survie globale? Puisqu'on pourrait se dire ça décale la récidive. Non, ça améliore aussi la survie globale de manière nette. Vous voyez les courbes, comme c'est des pitchs, on ne va pas aller sur les chiffres, mais maintenant c'est un standard. Un patient cancer du poumon opéré, s'il est muté EGFR, il a droit à 3 ans de dosimertinib, donc 80 mg, un comprimé par jour. S'il est éligible à la chimio, on fait aussi la chimio. Chimio, puis 3 ans dosimertinib. Le scoop, parce que ça on ne s'y attendait pas, c'était les ALK. Les ALK, c'est plus rare, c'est 5%. La question, est-ce que la même recette va marcher pour les ALK?
Donc, ce qui a été fait, c'est de prendre les patients opérés, ALK positif avec la translocation. La moitié ont eu un placebo, la moitié ont eu l'alectinib, donc un anti-ALK de deuxième génération. Et vous voyez les courbes qui sont très différentes, avec, si je regarde les chiffres, un hazard ratio qui est à 0,24, donc là, des choses assez exceptionnelles. Bon, un peu ce qu'a montré Loïc sur la vessie, c'est vraiment des choses qui changent les pratiques. Comme c'est un traitement Péros, c'est pas encore écrit dans l'AMM, mais là, tout à l'heure à la RCP, on a eu une patiente ALK opérée. Bien sûr, on va lui mettre 2 ans d'alectinib, il n'y a aucun doute. Quand on voit ce genre de courbe, et à droite, le fait que ça empêche les métacérébrales, il n'y a aucun doute qu'il faut faire ça pour les patients. Donc un nouveau standard. Et les autres, ceux qui n'ont pas EGFR ou ALK, qui sont considérés comme non mutés ou des mutations qui ne sont pas encore accessibles. Alors on a été noyés par les essais cliniques. On s'y perd entre les keynotes, les checkmates et les noms d'océans avec le durvalumab. Donc là, je ne peux pas vous montrer tout. J'en ai sélectionné quelques-unes. Le principe, c'est de faire de la chimio et de l'immuno en périopératoire. Avant, après ou que avant. Le premier, le plus important, c'est le checkmate 816. Là, c'était juste avant. On fait 3 cycles de chimio, immuno et on opère. Et on avait déjà eu des premiers résultats. Là, c'est les résultats à 3 ans. Et vous voyez qu'il y a une différence importante. Ce qui est assez également parlant, c'est ces chiffres-là, les réponses pathologiques complètes. C'est-à-dire que 32% des patients que vous opérez, quand l'anapathe dit qu'il ne trouve plus une seule cellule cancéreuse. Vous voyez que quand c'est que la chimio, c'est 2,2%. Donc une différence qui est assez énorme et qui se traduit en survie sans événement et en survie globale. Donc 3 cycles de chimiothérapie plus niveau avant d'opérer un patient s'il n'est pas muté EGFR ou ALK. Depuis le mois dernier, on a un accès précoce. Bon, sincèrement, on le faisait déjà sous le radar, mais on a un accès précoce, donc maintenant on a le droit de le faire de manière officielle. L'autre étude qui est un peu dans le même esprit, c'est Keynote 671. Vous faites de la chimio et de l'immuno avant d'opérer, mais à la différence de l'autre, vous ne vous arrêtez pas après la chirurgie, vous rajoutez encore 1 an d'immuno ou de placebo dans le bras contrôle. On avait participé à l'autre, on a aussi participé à celle-là. Là aussi, on savait qu'il y avait un bénéfice en survie sans progression. Est-ce qu'il y a un bénéfice en survie globale ? La réponse est oui. Vous voyez là aussi avec un hazard ratio à 0,72. Donc c'est la première étude qui montre avec des données matures qu'il y a une amélioration sur la survie. Voilà, donc je ne vous détaille pas toutes les études, vous avez un peu le résumé là-dessus, avec les différentes molécules qui sont utilisées, le nombre de patients inclus, le nombre de pourcentage de réponses pathologiques complètes, les survies, si on fait 3 ou 4 cycles avant, si on s'arrête avant ou si on en fait un peu après, et si on utilise dans la chimio du platine ou du carbo ou les deux. Pour vous dire que la Keynote 671, elle est positive en survie globale, c'est la première, mais on n'a pas encore accès, ça n'a pas encore franchi les étapes réglementaires. Et nivolumab, c'est-à-dire chimio plus nivolumab, on a un accès précoce, donc on peut le faire au quotidien. Voilà. Donc ça, en gros, le message, c'est la diapo d'après. J'ai fait des animations un peu surprenantes. C'est bizarre, ça doit être, j'ai pris ça d'un vieux truc. Donc du coup, c'est un patient qui a un stade opérable. Il vaut mieux avoir la biopsie et la biologie moléculaire. Oh là, avant de l'opérer, ça permet d'avoir la stratégie. Typiquement, s'il est EGFR et ALK, vous allez à la chirurgie, vous donnerez le traitement en adjuvant. S'il ne l'est pas et qu'il est pédalin positif, vous aurez une stratégie néo-adjuvante. Donc le coup de j'opère et j'attends, c'est de moins en moins vrai. Il vaut mieux avoir les biopsies au départ. Bon, comme je suis pneumo, j'ai mis une endoscopie, mais il y a d'autres moyens d'avoir l'anapathe. Si les EGFR et ALK, vous opérez et puis vous avez soit 3 ans d'osimertinib si c'est EGFR, soit 2 ans de ALK, d'anti-ALK, d'alectinib si c'est s'il est ALK. S'il n'y a pas ces mutations et qu'il est pédalin positif, il y a une petite restriction, donc plus de 1%, donc ça élimine quand même 20% des patients qui sont pédalin négatifs. Vous faites chimio-immuno avant d'opérer. Et si on applique la Keynote 671, peut-être qu'il faudra rajouter 1 an d'immuno après. Donc voilà où on en est pour les stades précoces.
Maintenant, pour les stades avancés, vous savez que le camembert, il y a plus de sous-groupes et qu'on découpe le cancer du poumon en plein de mutations. Vous avez la liste ici des différentes mutations, leur fréquence, les molécules qui ont l'AMM en France ou qui sont ouvertes ou qui sont accessibles dans des essais cliniques. Donc ça, c'était le tableau avant l'ESMO. Qu'est-ce que l'ESMO a apporté ? Premièrement, un patient muté EGFR, on le traite normalement par inhibiteur de l'EGFR, en particulier osimertinib. La question est que la PFS est de l'ordre de 18 à 24 mois. Est-ce que si on rajoutait de la chimio, ça améliorerait les choses ? Alors moi, je ne suis pas trop emballé par ce design parce que le but des thérapies ciblées, c'est quand même se débarrasser de la chimio. Et là, on met les deux en même temps. Alors l'essai, il est un peu positif, on ne va pas dire le contraire. Il a été publié cette semaine dans le New England. Bon, voilà, c'est positif, il y a un gain de rajouter la chimio. Maintenant, est-ce que, du coup, quand on a fait la chimio en même temps que l'osimertinib, quand on récidive, eh bien, on ne peut pas la faire après ? Est-ce qu'il y aura un bénéfice en survie globale ? Ce n'est pas évident. Je crois que je n'ai pas mis les sous-groupes, mais en gros, chez qui ça pourrait être intéressant ? Chez les EGFR un peu pas purs, je dirais, qui ont une commutation P53 ou qui ont d'autres altérations moléculaires ou qui ont des métastases cérébrales, c'est-à-dire des maladies un peu plus complexes, peut-être un peu plus hétérogènes. Pour moi, ce n'est pas encore un standard, mais c'est quand même quelque chose qui a été rapporté en session plénière à l'ASCO. À suivre. Là où on n'avait rien, c'était les exons 20 de l'EGFR. Donc la face nord de l'EGFR, les exons 20, on n'arrive pas à les bloquer. Jusqu'à présent, on n'a pas de molécule et on ne sait pas comment traiter ces patients. Donc il y a eu cet essai qui s'appelle Papillon. Ils ont fait 2 essais, un qui s'appelle Papillon et un qui s'appelle Mariposa. Bon, ça c'est le papillon dans le texte, c'était première ligne. Donc les patients avec une insertion de l'exon 20 qui ont eu soit amivantamab plus chimio, soit chimio seul. C'est sorti en même temps dans le New England. Donc l'auteur Kainkunzu, il a fait 2 New England en premier nom dans le même numéro. Alors j'ai vérifié quand même, bon, il bosse à Shanghai et pour le côté, il avait fait un essai d'adjuvant aussi. Ils opèrent 200 patients par semaine et nous on en opère 250 par an. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour inclure les patients dans l'essai. Enfin bon. Du coup, là, ça montre que l'amivantamab, qui est un anticorps bispécifique qui bloque à la fois EGFR et MET, si on l'associe à la chimio, fait mieux que la chimio seule chez ces patients. Donc pour l'instant, l'amivantamab, ça a été on-off en France. On a pu l'avoir pendant 6 mois. Là, ils l'ont rebloqué. Bon, ça, c'est toujours les trucs de la commission du comité de transparence. On ne sait jamais comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, on n'y a pas accès. Mais je pense qu'avec cet essai, ça va revenir. Donc peut-être que pour les mutations rares, donc c'est-à-dire exon 20 de l'EGFR, l'association chimio plus amivantamab va devenir un standard. Là où il y a eu des allers-retours, c'est RET. Donc la translocation de RET, c'est assez rare, mais jusqu'à présent, il y a eu des essais avec pralzetinib, selpercatinib, qui sont des inhibiteurs spécifiques, qui marchaient bien. On a eu les essais en phase 2, on a eu un accès précoce, on a pu mettre des patients sous traitement. Depuis 6 mois, on ne peut plus. La commission de transparence a dit il nous manque des essais randomisés. Et bien voilà, l'essai randomisé, il est là. Donc Libretto 431, traitement de première ligne. La moitié des patients ont eu chimio-immuno, l'autre moitié ont eu donc le selpercatinib, qui est un inhibiteur spécifique. Et vous voyez que c'est largement positif puisque la survie sans progression passe de 11 mois à 25 mois. Pas de chance, sincèrement, pour les patients qui sont tombés dans le mauvais bras parce qu'on savait depuis longtemps que c'était la bonne molécule, mais il faut passer par ça pour avoir un remboursement. Donc j'espère que cet essai va convaincre les autorités qu'on pourra redonner le selpercatinib aux patients qui ont une translocation de RET. Je ne sais pas si ça va être évoqué sur le côté ORL, mais pareil pour les tumeurs médulaires de la thyroïde, ce même inhibiteur a montré son intérêt, donc c'est vraiment un inhibiteur très efficace. Voilà. Pour finir, c'est juste pour vous montrer que si on veut compléter le tableau, on peut participer aux essais cliniques, il n'y a pas le choix. Et là, je vous ai fait un peu la liste de tous les essais qui sont ouverts. Si c'est une phase 1, ici sur le site de l'Oncopole, si c'est une phase 2-3 sur les sites de l'ARREE, et vous voyez qu'on couvre à peu près tout pour les exons 20 de l'EGFR, sunvosertinib, furmonertinib, pour AL qui a plein d'essais, avec en particulier le NVL 655 qui a l'air vraiment très très efficace. On a déjà mis 5 ou 6 patients, ça marche très bien. Il y a des essais pour BRAF, pour ROS, pour HER2, pour CARAS. Pour RET, on a l'essai concurrent accéléré de celui que je vous ai présenté, et également pour NTRAC, il y a un essai qui est ouvert ici. Donc juste pour avoir les idées claires, l'algorithme pour les cancers du poumon, c'est de rechercher les mutations. Si on en a, c'est des thérapies ciblées. S'il n'y en a pas,
On regarde PDL1 et on donne chimio-immuno. Là, il n'y a pas eu de nouveauté, donc je ne vous ai rien présenté. C'est le standard chimio-immuno ou immuno seul. Voilà. Merci Julien, merci beaucoup pour cet exposé très clair. Donc toujours et encore la place de la biologie tumorale pour la prise en charge des patients. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Ou une question? Oui. Attends, il faut que tu parles dans le micro pour qu'on t'entende en vision. Alors moi j'ai une question sur, parce qu'on a vu plein de designs différents sur donc les chimio-immunothérapies néoadjuvantes, mais comment on va choisir chez quel patient on continue l'immunothérapie après? Comment on s'arrête? Est-ce que s'il est en PCR, on s'arrête? Est-ce que s'il est en réponse insuffisante, on continue? Comment ça va se faire dans la pratique? Donc les essais n'ont pas été designés pour répondre à ça, même si c'est la question numéro 1. Donc effectivement, est-ce que ça suffit d'avoir fait 3 cycles d'opérer et chez quel patient on rajouterait de l'immuno? Est-ce que c'est ceux qui sont en réponse complète? On se dit peut-être pas, puisqu'il n'y a plus de cellules tumorales. Est-ce que c'est ceux qui ont répondu partiellement? C'est peut-être eux les meilleurs parce qu'on se dit ils ont répondu, mais il faut peut-être renforcer encore un peu la réponse. Après, ceux qui seraient en non-réponse, est-ce que c'est la peine de leur infliger 1 an d'immuno en plus? Probablement non. Donc la solution, c'est probablement l'évaluation de la maladie résiduelle, soit en anapathe, soit en biopsie liquide, pour voir si effectivement on s'est débarrassé de tout ou s'il reste quelque chose. Mais là, il faut faire des essais spécifiques. Pour l'instant, on ne les a pas, mais la réflexion est là. Il y a une question. Alors, pratique. Bonjour Julien. Actuellement, patient opéré ALK+, qui vient de finir sa chimio avec Alina. Tu rajoutes 2 ans d'alectinib. Alors, dans l'essai Alina, il s'était débarrassé de la chimio. Donc si on suit l'essai, on est parti sur une philosophie différente de faire de la chimio. Maintenant, Alina est sortie entre-temps. Pour l'intérêt du patient, quand on voit comment ça empêche les récidives et comment ça évite les tumeurs, les métastases cérébrales, moi, ma recommandation, c'est oui. Ouais. Sans aucun doute, il faut faire 2 ans d'alectinib. Ouais. Merci beaucoup. On aurait probablement d'autres questions encore, mais pas le temps. On continue. On tient le timing et on enchaîne avec le docteur Zerdoud. Ah, c'est toi, Victor, pardon. Excuse-moi, j'avais pas l'info. Concernant la chorégraphie n'est pas au point. On a eu la chance que Victor soit à l'ESMO, donc pour nous présenter l'essai justement dont parlait Julien, ouais. Sur libretto, le libretto de la thyroïde. Très haut la main sur la thyroïde, dans le médulaire, attention. Oui. Merci Victor. Donc effectivement, donc moi je suis Victor Saradin, je suis nouveau praticien à l'OCR et je m'occupe de tous les cancers qui se situent dans une zone entre les sourcils et les clavicules. Et donc cette année en 2023, on a eu à peu près aucun scoop en ORL. Donc du coup, je vais juste vous présenter la thyroïde et en particulier une étude très importante qui a été présentée dans les carcinomes médulaires de la thyroïde. Mais je vais vous rappeler un peu ce que c'est qu'un carcinome médulaire de la thyroïde parce que c'est peut-être un peu lointain pour la plupart. Le carcinome médulaire de la thyroïde, donc c'est une tumeur neuroendocrine rare qui provient des cellules C qui produisent de la calcitonine, qui représente 5% des cancers de la thyroïde, donc à peu près 300 cas par an en France, donc c'est assez confidentiel. Parmi ces cancers, 75% sont sporadiques et 25% sont héréditaires dans le cadre d'une néoplasie endocrinienne multiple de type 2A ou 2B. Je rappelle que RET, on l'a vu, donc c'est un récepteur tyrosine kinase de la famille GDNF, peu importe, et des mutations ponctuelles du gène RET peut entraîner son activation constitutive et ça fait de RET un puissant oncogène. Les mutations de RET, elles sont retrouvées dans 100% des carcinomes médulaires de la thyroïde héréditaires et dans à peu près 25 à 50% des CMT sporadiques. Et dans les formes avancées métastatiques, on retrouve dans à peu près 90% des cas. Actuellement, le traitement standard en première ligne pour ces maladies métastatiques, c'est les inhibiteurs multikinases, soit le cabozantinib, soit le vandetanib. Mais les limites de ces médicaments sont qu'ils inhibent de façon sous-optimale RET, puisqu'ils ne sont pas des inhibiteurs spécifiques de RET, et ils ont une toxicité
assez importante liée à l'inhibition notamment des kinases, notamment de l'angiogénèse. A l'inverse, le selpercatinib, c'est un inhibiteur hautement sélectif et puissant de RET qui a montré des taux de réponse très importants, jusqu'à 70% en phase 1-2 dans l'essai Libretto 001. Donc l'étude qui a été présentée à l'ESMO 2023, le 21 octobre, c'est l'étude Libretto 531, présentée par un Français, le Dr Adou de Gustave Roussy. Et donc, qu'est-ce qu'a évalué l'étude? On a pris les carcinomes, les carcinomes médulaires de la thyroïde mutés RET en première ligne, donc qui n'avaient jamais reçu de traitement, qui étaient progressifs sur les 14 derniers mois. C'est un élément important dans la thyroïde parce qu'en fait, un certain nombre sont indolents et on traite que s'ils sont progressifs. Et donc, on randomise entre 2 pour 1 l'anti-RET, le selpercatinib, versus le traitement standard qui est du cabozantinib ou du vandetanib. Les urologues seraient choqués par ce 140 mg, mais c'est parce que c'est en gélule, les doses ne sont pas équivalentes aux doses urologiques. Et en cas de progression, il y avait un crossover, donc il recevait ensuite à la progression le selpercatinib. Le critère principal, c'est la survie sans progression. Et donc, qu'est-ce qu'a donné cette étude? Eh bien, elle est vraiment très positive, je ne sais pas si on peut dire ça, avec un hazard ratio à 0,28. Et comme vous pouvez le voir, la PFS à 24 mois, elle est de près de 76%, c'est-à-dire que les 3/4 des patients n'ont pas progressé au bout de 2 ans de traitement. Donc, c'est 40% de plus que le traitement standard qu'on avait jusqu'à présent. En termes de taux de réponse, on passe donc d'un taux de réponse qui était pas trop mal de 40%, mais là on est à 70%, avec près de 12% des patients qui sont en réponse complète sous traitement. Et des durées de réponse très importantes qui n'étaient pas atteintes après plus de 15 mois de suivi. En termes de survie globale, donc là c'est des données très immatures puisqu'on a seulement 15 mois de suivi de chez ces patients qui vivent longtemps, mais on voit que déjà les courbes se séparent au bout de 2 ans et qu'il y a un net avantage pour le selpercatinib qui a une courbe plate presque à 100%. En termes de toxicité, non seulement le selpercatinib est plus efficace, mais il est également mieux toléré avec près de 25% de moins d'effets indésirables de grade 3-4. Et alors qu'avec le cabozantinib ou le vandetanib, on arrête le traitement à cause des effets indésirables dans près de 1 cas sur 4, là c'est dans seulement 5% des cas. Le profil de toxicité est un petit peu différent. On a surtout des hypertensions artérielles et de la cytolyse hépatique. Avec le cabozantinib, vous le savez, c'est plutôt de l'hypertension artérielle, de la diarrhée, de la mucite, du syndrome Main-Pied. Donc, cette étude a été publiée en simultané de la présentation à l'ESMO dans le New England Journal of Medicine, où vous pouvez retrouver l'ensemble de l'étude. Alors, quel impact ça a sur la pratique? Eh bien, vous l'avez deviné, le selpercatinib, c'est maintenant notre nouveau standard de première ligne pour le CMT avancé progressif ou symptomatique avec mutation de RET. Et donc, la mutation somatique de RET doit être systématiquement recherchée chez tous les patients avec un CMT avancé, en plus de l'enquête oncogénétique, mais qui a normalement été fait lors de la thyroïdectomie. Le selpercatinib, donc si vous avez un patient demain qui a un CMT avancé, le selpercatinib, donc pour le moment, il n'a ni AMM ni remboursement en France en première ligne, mais ça va arriver probablement l'année prochaine. Actuellement, il a l'AMM en deuxième ligne, mais il faut d'abord avoir traité votre patient par le cabozantinib ou le vandetanib. Via un accès précoce post-AMM, il faut faire une demande sur une plateforme dédiée et le traitement, c'est assez facile, il le donne assez systématiquement, sous une quinzaine de jours, vous pouvez obtenir le traitement. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Victor. C'est vrai que vu les résultats, on espère qu'on va l'avoir. Je pense que ça va aller assez vite. Ouais. Je pense que l'extension d'accès précoce va être pour la première ligne assez rapidement. Ouais. Une question pour Victor ? Je vous en voudrais pas parce que c'est assez confidentiel. Non, mais une question, une remarque. Nous, pour les anti-ROS ou les anti-BRAF, c'est aussi indiqué en deuxième ligne. Tu peux toujours écrire non éligible à une première ligne ou essayer la première ligne et trouver beaucoup d'effets secondaires rapidement et mettre en deuxième ligne. On est d'accord? Exactement. On peut faire une semaine de cabot et dire c'est trop toxique et le demander. Oui. On peut s'arranger. Merci beaucoup, Victor. On enchaîne avec, on est sur le digestif, je crois, c'est ça, pardon. Oui, on enchaîne avec la cancérologie digestive. Bon, pas forcément de très grands scoops cette année à l'ESMO pour nous. Mais toujours merci de l'introduction, Marion. Des choses intéressantes. Attends, j'ai pas fini. Toujours des choses intéressantes, notamment avec l'immuno. Allez, merci vous Rosine. avez 10 minutes de pause
Donc on parle quand même un peu du digestif. C'est vrai que le digestif, c'est large. C'est surtout dans l'estomac que ça a bougé ces derniers temps, vous avez remarqué. On va se concentrer un petit peu là-dessus. L'estomac localisé, premièrement, le traitement, c'est la chirurgie. Je vous apprends rien. Ça marche ce truc, ouais. Je vous apprends rien. Deuxièmement, même si on opère, la survie des cancers de l'estomac, elle est quand même très mauvaise et donc il faut faire plus que de la chirurgie. Troisièmement, plus que de la chirurgie, c'est de la chimiothérapie périopératoire. Il y a plus de piles, c'est ça? Ah. Non, parce que je peux crier aussi. C'est donc de la chimiothérapie périopératoire, en tout cas c'est le standard européen qui maintenant est intercontinental et il faut les traiter par chimiothérapie avant et après. Quatrièmement, cette chimiothérapie périopératoire, c'est maintenant une association 5-FU, cisplatine, mais donc vous voyez c'est la courbe verte, mais on a montré maintenant qu'en rajoutant des taxanes depuis déjà un bon moment, c'était mieux et donc le schéma c'est du flotte et je me suis permise de faire un truc qu'il faut jamais faire, c'est-à-dire de retracer à la main en noir la courbe de l'essai Princeps où c'était la chirurgie seule versus ECX. Donc vous voyez que on gagne évidemment à faire du traitement périopératoire. Cinquièmement, en situation métastatique, ce qui a vraiment changé les choses ces derniers temps, c'est de rajouter de l'immunothérapie à la chimiothérapie. Donc vous me voyez venir. La question qui se posait, c'était de savoir si, en situation localisée périopératoire, il fallait pas faire comme en métastatique, c'est-à-dire rajouter l'immunothérapie à cette chimiothérapie périopératoire. J'en profite pour dire qu'au cours de l'ASMO, ça c'est toutes les études de phase 3 qui ont démontré l'intérêt de l'immunothérapie rajoutée à la chimiothérapie dans les cancers gastriques en situation métastatique, et que on a eu une 7e étude qui est figurée en bas, qui a été présentée à l'ASMO et qui va dans le même sens. Je reviens donc à la question qui était de savoir s'il fallait rajouter l'immuno à la chimiothérapie périop. Et donc, c'est l'étude que vous avez ici, qui est la Keynote 585, qui a posé la question. Avec malheureusement la chimio de support qui n'était pas la rouge qu'on a vue, la mieux avec le flotte, mais plutôt la vieille, parce que l'étude a démarré il y a un moment, donc uniquement du 5-FU platine. Et comme au cours du temps, le flotte est arrivé, il y a eu une deuxième cohorte avec du flotte. Mais déjà, la première cohorte, qui était vraiment le cœur de l'étude, c'est 804 patients. Et vous voyez que ça fait mieux de rajouter l'immunothérapie au périopératoire, mais ça n'atteint pas quand même le seuil de significativité qui était fixé, donc on ne va pas trop rentrer dedans. Ça rate d'un chouïa la validité significative, même si quand on regarde en fonction du CPS, manifestement si on prend les CPS supérieurs égal à 1, probablement ça fait quand même pas trop mal, que les courbes sont au-dessus, mais enfin bon, c'est quand même un gros gâchis avec 804 patients. On attend bien sûr les données de survie globale. Et même quand on rajoute les patients de la cohorte flotte, on n'arrive pas à des résultats absolument fantastiques. Donc ce qui semblait évident n'est pas si évident que ça. Et on a eu quand même beaucoup d'autres études à l'ESMO qui ont posé cette question, mais ça c'est la première de phase 3 pour lesquelles on a vraiment les résultats de survie. Et il y a d'autres études qui sont en cours avec le meilleur schéma qui est le schéma flotte, dont on a eu des résultats là sur Matterhorn, qui est une grosse étude de phase 3 à près de 900 malades, je crois, qui a posé la question de rajouter l'immunothérapie. Ça sont les données en termes de taux de réponse pathologique complète sur la pièce opératoire. Et vous voyez que manifestement, quand on rajoute de l'immunothérapie, quand il y a de l'immuno, c'est en vert, ça fait mieux dans ce qu'on a eu sur là-dessus. On a pas mal d'essais qu'on nous a transmis avec ces résultats de taux de réponse. On a l'impression quand même que l'immuno, ça fait quelque chose en périop, mais vous avez vu, ça n'a pas encore franchi complètement la barre. Donc, je reviens à la situation maintenant métastatique pour vous dire que le standard, vous le savez, c'est de la chimio plus de l'immunothérapie. Mais ces gros standards, c'est uniquement pour les HER2 négatifs, puisque toutes ces études ont exclu les HER2 positifs, qui représentent dans les cancers gastriques métastatiques 10 à 20%, plutôt 10% dans nos pays que 20%, mais 10 à 20% des cancers gastriques.
Or, pour ces HER2 positifs, on le sait, ils n'ont pas été éligibles pour ces essais où on rajoute de l'immuno, puisque déjà, on a démontré que c'est pas la chimio seule qu'il faut faire, c'est de la chimio plus le Trastu, et ça fait 13 ans qu'on l'a démontré, et on était bloqué à ce niveau-là. Ça fait quand même bien mieux, parce que si vous prenez les essais avec l'immunothérapie dans les HER2 négatifs, vous n'arrivez même pas au taux de survie global, qui est certes assez minable, mais qui est quand même le meilleur qu'on atteint dans les HER2+, qui sont traités avec chimio plus trastuzumab. Mais la question se pose maintenant, et si on rajoute maintenant l'immunothérapie, bien sûr, chimio plus trastu, plus immunothérapie. Et c'est la question qui a été posée par la Keynote 811, dont on a reçu les résultats, et qui a été publiée exactement dans le même temps dans le Lancet, où vous voyez que sur le critère, le co-critère primaire, sur la population totale, quand on ne regarde pas en fonction du CPS, ça fait mieux en PFS, mais ça ne fait pas mieux en survie globale de façon statistique. Par contre, si vous prenez vraiment ceux qui ont le CPS supérieur à 1, à ce moment-là, ça décolle à la fois en survie sans progression et en survie globale. Et ce qu'ils nous ont pas montré, mais ce qu'a montré le discutant, c'est que dans la portion qui sont en dessous de 1, par contre, c'est délétère de rajouter de l'immunothérapie à la chimio plus trastu. Bon, toujours est-il que ça, c'est un changement de pratique qui va arriver, on l'espère, relativement rapidement, avec un changement de standard où on rajoutera, il y a eu l'AMM européenne, mais on n'est pas encore au niveau du remboursement, évidemment, en France, mais où on rajoutera du Pimbro à l'association chimio plus trastu. Donc voilà pour le métastatique. Et vous savez bien sûr que chimio plus immuno, c'est le standard, mais à condition quand même qu'il y ait un CPS, voire un TPS qui franchit la barre de 5 ou de 1. Et pour ceux qui n'ont pas franchi cette barre, on reste à la chimio seule. La chimio seule, on l'a vu dans le périopératoire, c'est mieux de faire une trichimio qu'une bichimio. La question se pose aussi pour le métastatique. Ça avait été démontré il y a longtemps avec une étude qui n'a pas été trop suivie parce que c'était un schéma qui effectivement rajoutait du docétaxel au 5-fuplatine qui montrait que ça faisait mieux, mais il y avait une grosse tox. Bon, ça n'a pas trop pris. La question s'est reposée avec une grosse étude française, qui est l'étude Gastfox, qui a fait bithérapie versus trithérapie dans ces cancers de l'estomac pour lesquels il n'y avait rien d'autre à faire en plus de la chimio. Et cette grosse étude, elle montre que c'est mieux de faire de la trichimio, donc toujours pareil, 5-fu, sel de platine, en l'occurrence de l'oxaliplatine, et du docétaxel, c'est le schéma TFOX ou du flotte modifié. Et donc, c'est mieux en survie sans progression, c'est mieux en survie globale, c'est mieux en taux de réponse et c'est mieux en temps jusqu'à détérioration. Donc, ça doit être le nouveau standard chez les patients qui ne relèvent pas d'immunothérapie associée. On pourrait même se poser la question de savoir si ça peut pas être le backbone des associations avec de l'immunothérapie. Voilà. Et après, j'ai encore 2 minutes ou pas? Non, peut-être pas. Notre présidentielle, c'est ça. Nous, on a une présidentielle. 1 minute. Cancer du côlon, le petit pourcentage qui est G12C muté, qui a évalué l'intérêt d'un anti-G12C que vous connaissez, qui est le sotorasib, en Xème ligne versus le traitement de Xème ligne, et qui montre que c'est mieux. Et tout ça pour vous montrer que c'est bien de cibler le G12C, mais alors on est loin des courbes d'hippopotame qu'on a dans les autres spécialités. On était un peu déçus quand même. C'est pas un écartement fantastique des courbes, même si ça fait mieux sur les divers paramètres qui ont été montrés. Donc c'est peut-être pas le meilleur anti-G12C non plus dans notre spécialité. Il y a des essais qui ont fait mieux. Donc nous, on attend toujours l'étude qui fera ouvrir les courbes comme ça. Mais on attend. Merci Rosine. Ça va venir. Ça va venir. On aura aussi notre hippopotame. Une question pour Rosine? Pour l'hypo? On l'a en 3e ligne dans le cancer de l'estomac HER2+. Et il est pas encore remonté dans les lignes. C'est pas monstrueux comme la CNO.
Non, mais non. Pour nous, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça C'est dépend moins les sclérodermique référentiels. comme ouverture de courbe. Non. C'est pas mal, mais ça donne pas les mêmes résultats, mais c'est pas mal. Très bien. Alors on enchaîne. Merci beaucoup encore, Rosine. Avec la gynécologie, là aussi, de l'immunothérapie, de plus en plus dans l'endomètre, le col. Et puis oui, il y a eu 2 belles sessions aussi en présidentielle pour le col. Merci Laurence. Merci Rosine et Marion. Alors effectivement, on a beaucoup parlé d'immunothérapie dans les cancers gynécologiques. Et en pitch hyper rapide, je ne vous parle pas de toxicité parce qu'on n'a pas le temps, mais surtout, il n'y a aucune toxicité inattendue ou inhabituelle avec tous les essais que je vais vous présenter. Et on commence donc par les cancers de l'ovaire. L'immunothérapie dans les cancers de l'ovaire, pour l'instant, c'est extrêmement décevant, puisque vous voyez, il y a 5 études qui ont été publiées, il y en a 4 négatives, que ça soit en première ligne. La première ligne, pour nous, en cancer de l'ovaire, ça correspond à l'adjuvant dans d'autres localisations, ou en rechute, que ça soit en combinaison simple avec la chimiothérapie, ou dans des combinaisons plus complexes avec du BEV ou un inhibiteur de PARP. Alors, est-ce que les choses ont changé à l'ESMO ? Il y a une seule étude qui a été présentée, qui est l'étude ANITA, donc qui s'adressait à des patientes ayant des tumeurs de haut grade, en rechute platine sensible, et qui recevaient ce qui est le traitement standard pour nous dans ces situations-là, c'est-à-dire une bichimiothérapie avec carboplatine suivie en cas de réponse d'une maintenance par inhibiteur de PARP pour des patientes qui n'en ont pas reçu antérieurement, en l'occurrence ici le niraparib, et la randomisation portée sur l'adjonction de la tezolizumab en combinaison avec la chimiothérapie puis en maintenance. Et vous voyez que nous sommes excessivement loin de l'hippopotame, on est plutôt dans l'anguille, c'est-à-dire que les 2 courbes sont systématiques, sont totalement superposées. Il n'y a donc aucun bénéfice à cette association. Et donc on ressort de l'ESMO avec une nouvelle étude négative dans les cancers de l'ovaire. Mais on ne peut pas encore exclure définitivement la place de cette immunothérapie, puisqu'il y a encore pas mal d'études qui sont en cours, non seulement en rechute, mais également en première ligne, et on attend en 2025 probablement les résultats des grosses études de première ligne qui combinaient la chimiothérapie, les inhibiteurs de PARP, l'immunothérapie et le BEV. Alors la situation est tout à fait différente dans les cancers de l'endomètre. Vous savez que les cancers de l'endomètre, et en particulier les endométrioïdes, doivent maintenant être caractérisés par leur profil biologique avec 4 groupes. Les tumeurs qui ont une mutation de Paul, les tumeurs qu'on appelle des tumeurs ultramutées, les tumeurs qui ont une anomalie du système MMR qu'on appelle aussi des tumeurs hypermutées, les tumeurs avec mutation P53 et puis le groupe des tumeurs sans profil spécifique. Et ce que nous ont appris les différentes études de phase 2 qui ont été réalisées avec l'immunothérapie, c'est que l'immunothérapie, ça marche dans les cancers de l'endomètre en rechute, et ça marche particulièrement pour les tumeurs qui sont DMMR ou MSI en fonction du moyen d'évaluation de ces anomalies du système MMR. On a également appris avec la Keynote 775 qu'on avait une efficacité en 2e ligne après chimiothérapie de la combinaison pembrolizumab-lenvatinib. Et ces résultats très positifs pour les endomètres ont été confirmés dans 2 études de phase 3 qui ont été présentées cette année, alors pas à l'ESMO, mais à la SGO, qui est le congrès de la Société américaine d'oncogynéco au printemps. Les 2 études ont la même philosophie, c'est-à-dire on combine à de la chimiothérapie pour des patientes qui sont en première rechute, soit du dostarlimab, soit du pembrolizumab. Et vous voyez que les résultats sont assez concordants dans les 2 études, c'est-à-dire que pour les populations qui sont DMMR, on a une très nette efficacité de l'adjonction de l'immunothérapie avec, vous voyez, des odds ratios qui sont aux alentours de 0,30 et de très forte significativité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une AMM en 2e ligne pour l'association pembrolizumab-lenvatinib et un accès précoce pour la combinaison chimiothérapie et dostarlimab en première rechute. Alors pour l'instant, l'accès précoce est pour
toute patiente, et quel que soit le statut MMR, ça ne sera probablement pas la même chose si ils obtiennent l'AMM et le remboursement. Alors, qu'est-ce qu'on a appris à l'ESMO? L'étude atteinte qui testait cette fois-ci la combinaison avec l'atezolizumab. Donc on est toujours dans le même schéma, des endomètres en incluant des carcinosarcomes de stade avancé ou en rechute métastatique, qui pouvaient être ici en première ou en deuxième ligne, et qui étaient donc randomisés entre une chimiothérapie standard carboplatine-taxol ou bien associée à l'atezolizumab en combinaison et en maintenance jusqu'à progression. Et ce sont des études avec des analyses hiérarchiques, c'est-à-dire on commence par regarder la PFS dans les populations des MMR. Alors le voilà, nous, notre hippopotame, hein, Rosine, on l'a ici, avec à nouveau une incontestable significativité pour les patientes des MMR. Vous voyez, avec toujours un autre ratio aux alentours de 0,36, et ce plateau qui apparaît, qui peut-être nous fait rêver à la guérison pour ces patientes. Et par contre, dans cette étude, quand on regarde en population globale, eh bien, il n'y a pas de bénéfice, parce que si on regarde la population des PMMR, eh bien, dans cette étude, il n'y a pas de bénéfice, contrairement aux deux autres études, la Ruby et la NRJ que je vous ai montré sur l'autre diapo, dans lesquelles on avait un bénéfice sur les populations PMMR. Et donc la question n'est pas tranchée aujourd'hui encore du bénéfice attendu de l'immunothérapie dans ces populations PMMR. La deuxième étude était une étude un peu plus complexe, puisqu'on rajoute encore des combinaisons. On est toujours dans ces populations en rechute. Ici, c'est strictement de la première rechute ou des stades avancés. Et on a un bras standard, donc, qui est la chimiothérapie, hein, puisque là, c'est tout des placebos. Et on a deux bras expérimentaux. Le premier, c'est la chimiothérapie combinée au durvalumab et ensuite une maintenance avec du durvalumab seul. Et le deuxième bras avec du durvalumab seul. Et le deuxième bras expérimental, c'est la chimiothérapie combinée au durvalumab et une maintenance avec durvalumab et un inhibiteur de PARP qui est l'olaparib, puisqu'on a pas mal de données expérimentales qui témoignent de l'intérêt de combiner ces inhibiteurs de PARP avec de l'immunothérapie. Et donc, vous voyez qu'en termes de PFS, qui était donc l'objectif principal pour la population globale, on a un bénéfice pour les deux bras expérimentaux versus le standard. Alors, les autres ratios sont évidemment moins spectaculaires que précédemment, mais si on revient dans une analyse préspécifiée sur la population DMMR, à nouveau, on retrouve ce bénéfice majeur. Par contre, il semblerait que pour cette population-là, ça soit vraiment l'immunothérapie qui apporte le bénéfice, et que l'adjonction d'un inhibiteur de PARP n'apporte pas grand-chose. Donc clairement, ce qui est venu conforter l'ESMO, c'est la place de l'immunothérapie pour les populations des MMR. Donc je vous l'ai dit, on peut avoir l'accès au dostarlimab en datu précoce, mais l'accès précoce, ça n'est possible que s'il n'y a pas d'essai thérapeutique. Hein. C'est la première phrase que vous avez quand vous faites une demande d'accès précoce. Et je vous rappelle que pour les patientes qui sont DMMR, eh bien, il existe une étude qui est à l'heure actuelle en cours. On est pratiquement à la moitié des patientes incluses, et qui pose une question qui est extrêmement intéressante, qui est de savoir si chez ces patientes DMMR, on peut carrément se passer de la chimiothérapie pour privilégier une immunothérapie seule, avec la possibilité en plus de crossover. Troisième localisation, le cancer du col. Depuis 2 ans maintenant, on sait que le nouveau standard de prise en charge des cancers du col métastatiques avec CPS positif, c'est la combinaison de chimiothérapie plus pembrolizumab, plus ou moins bevacizumab, selon les résultats de la Keynote. Et alors, ce qui a été présenté, alors pas strictement à l'ESMO, puisque en fait la présentation a été retirée pour des raisons qui importent peu, mais ça a été présenté juste après en visio. Eh bien, c'est l'étude BITCC qui s'adressait donc à des patientes en rechute ou en stade avancé,
qui n'avaient jamais eu de traitement pour ce stade avancé ou cette rechute, et qui recevaient donc toute une association de platine qui pouvait être du 6 ou du carboplatine associé au Taxol et du bevacizumab. Et c'était une étude ouverte avec, dans le bras expérimental, l'adjonction d'atezolizumab. Et vous voyez que l'étude est positive pour tous ces objectifs, les principaux étant la PFS et l'OS. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'avec la quadruplette ici, on a une survie globale pour ces patientes qui arrivent pratiquement à 3 ans. C'est la première étude qui nous donne des survies aussi importantes pour ces patientes atteintes d'un cancer du col métastatique. Et c'est donc vraiment un bénéfice important pour nos patientes. Et l'étude vient tout juste d'être publiée dans le Lancet. Ça prouve son intérêt. Alors évidemment, à partir du moment où on a un traitement qui est efficace en rechute, on a envie de l'utiliser beaucoup plus en amont dans la prise en charge thérapeutique et donc en première ligne. Et vous savez que pour les cancers du col de stade avancé, c'est-à-dire à partir d'une tumeur localisée de plus de 4 cm, le standard de traitement, c'est une irradiation externe avec une sensibilisation hebdomadaire par cisplatine, suivie d'une curithérapie. Et que jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune démonstration de l'intérêt d'y associer de la chimiothérapie classique, que ça soit avant ou que ça soit après. Eh bien, cette certitude est bousculée par la présentation donc des résultats de l'étude Interlace. Alors, c'est pas vraiment de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est une petite subtilité, on appellerait ça plutôt de la chimiothérapie d'induction, puisqu'en fait, les patientes vont recevoir sur un schéma hebdomadaire du carbotaxol pendant 6 semaines, et juste une semaine après la fin de la chimiothérapie, on démarre l'irradiation externe. Et dans cette étude donc, dont les objectifs étaient la PFS et l'OS, eh bien, vous voyez qu'il y a un bénéfice à ce schéma pour ces deux objectifs. Alors après, il faudra attendre le papier parce qu'il peut y avoir des subtilités sur la qualité de la radiothérapie, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous interpelle clairement et qui doit être là pour nous aider à dynamiser l'étude Oncocol 1, pour laquelle Stéphanie a obtenu un PHRC il y a déjà quelques années, et qui pose la question de la place d'une chimiothérapie néoadjuvante pour des patientes qui ont une atteinte ganglionnaire lombo-aortique. Et donc, il faut que cette étude puisse avancer pour nous aider à clarifier la place de ces chimiothérapies dans les cancers du col. Et puis, bien sûr, et ça sera ma dernière diapositive, si l'immunothérapie marche en situation métastatique, qu'est-ce qu'elle va donner en première ligne? Alors, il y a une première étude qui a été publiée, qui est l'étude CALA, qui est négative. À l'ESMO, nous avons eu la présentation des résultats de cette étude à laquelle on avait participé, dans laquelle les patientes recevaient du pembrolizumab en combinaison avec la chimiothérapie pendant le temps de l'irradiation externe, puis en maintenance. Donc les critères d'inclusion étaient un peu complexes. C'était globalement des stades avancés avec des envahissements ganglionnaires, pelviens et ou lombo-aortiques. Eh bien, l'objectif principal était la PFS. Et vous voyez que l'objectif principal est atteint avec un bénéfice en termes de PFS en faveur de l'immunothérapie, avec notre ratio qui est à 0,70. Et donc on voit que quand même dans toutes les localisations, les choses avancent grâce à l'immunothérapie et puis grâce à d'autres choses qui vont également pas mal se développer, dont a parlé Loïc tout à l'heure pour l'uro, qui sont les ADC. Et on attend beaucoup de choses des ADC, aussi bien dans les cancers de l'ovaire que de l'endomètre et même que dans le col, puisque avec certaines ADC qui ciblent HER2, on a des résultats assez inattendus dans les cancers du col. Donc les choses bougent et c'est au grand bénéfice de nos patientes. Merci. Merci Laurence. Merci beaucoup. Oui, l'autre présentation présidentielle, c'était ça, hein, c'était sur un ADC dans le col. C'était un ADC dans le col, effectivement.
Des questions pour Laurence. Une question, une seule. Pour tenir le rythme. Vas-y, Julien, n'aie pas peur. Ouais, c'est une question compliquée pour moi. Dans le cancer du poumon, on a des essais avec des imiteurs de PARP, sauf que nous, on n'a pas de profil moléculaire prédictif. Est-ce que ça marche dans les cancers de l'ovaire, même si tu n'as pas de profil moléculaire spécifique, je dirais, chez le tout venant, ou alors il faut vraiment que tu aies un sous-groupe de patients? Est-ce que ça peut marcher un peu sans sélectionner? Oui, alors en fait, dans les cancers de l'ovaire, tu peux diviser en 3 populations. Tu as les mutés BRCA, chez qui ça marche le mieux. Tu as les anomalies de la recombinaison homologue, donc qu'on appelle les profils HRD, qu'on évalue par des cicatrices génomiques à l'heure actuelle, chez qui ça marche pas mal, mais moins que chez les BRCA. Et puis ensuite, il y a les profils qui sont dits HRP, c'est-à-dire qui ont ni mutation ni anomalie de la recombinaison homologue, où ça peut marcher, mais encore un peu moins bien, mais par contre, il y a quand même un facteur prédictif qui montre que peut-être cette façon d'évaluer l'anomalie de la recombinaison homologue avec les techniques dont on dispose à l'heure actuelle n'est pas idéale, c'est la platinosensibilité, tout simplement. Merci Laurence. Je sais pas, oui, on le laisse peut-être sur le micro. Ah, il y a une autre question. Ah, d'accord, vous enchaînez là-haut, mais attendez-moi. Alors, la scénologie, je t'avais pas vu arriver. On enchaîne alors sur la scéno avec Moni. Merci beaucoup. Bien, bonsoir. Donc, pour la scéno, pas grand-chose. Si on compare par rapport à il y a 6 mois, on ne retiendra pas forcément grand-chose de cet ESMO. On va signaler un médicament parce qu'il va arriver. On ne va pas faire fine bouche là-dessus. Mais globalement, plus de mises à jour. Pas de nouvelles questions de stratégie par ailleurs. Voilà, donc ça reste toujours très intéressant. Mais donc, on a décidé de rester sur l'information principale qui était celle de la présidentielle avec un nouveau médicament. On va rester donc sur les cancers luminaux avancés. Luminaux, ça veut dire RH+, HER2 négatif. En 2023, comment on traite ça? Avec des hormonothérapies, certes, et l'actualité, vous le savez, des 2-3 dernières années, là où on a été particulièrement gâtés sur les différents congrès San Antonio et ASCO, c'est les anticorps drogue conjugués. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, parce que je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, RH+, avancé, donc luminal avancé, on fait toujours en première intention, aujourd'hui de façon ancrée depuis plusieurs années, une association d'hormonothérapie et un inhibiteur TDK4/6 qui, globalement, double le temps de contrôle de la maladie. À la progression, on a différentes options selon le profil de sensibilité et selon certains biomarqueurs. Si on n'a pas de biomarqueur particulier, on peut rester sur une stratégie d'hormonothérapie, soit du fulvestrant associé à de la thérapie ciblée. En cas d'altération constitutionnelle, exclusivement constitutionnelle pour le sein de BRCA, on a la possibilité de proposer des inhibiteurs de PARP et un petit nouveau, l'élacestran, donc un SERD, donc un anti-œstrogène récepteur destructeur, donc c'est-à-dire un petit frère du fulvestrant, mais cette fois-ci sur une version orale, a prouvé une efficacité essentiellement chez des patientes avec des mutations ESR1. Donc c'est une option qui vient d'arriver tout récemment et qui est en accès précoce actuellement. Quand on n'a plus d'hormonosensibilité, il y a une progression et on va passer à de la chimiothérapie. On reste sur la chimiothérapie conventionnelle de sein. Il n'y a pas encore d'étude qui a encore changé le standard de première ligne entre taxane, capecitabine, etc. Ce sont toujours les mêmes et c'est ensuite par la suite qu'on peut se poser les questions puisque nous avons bien entendu à la progression des possibilités de faire de la deuxième ligne de chimiothérapie. Et les dernières années nous ont amené, surtout 2022, deux médicaments, de grands médicaments qu'on connaît déjà bien, nos nouveaux copains au quotidien, pour l'hôpital de jour aussi également. Le trastuzumab deruxtecan, donc un anticorps anti-HER2 couplé à un inhibiteur topo 1 dans une population spécifique HER2 faible, après avoir montré une efficacité absolument remarquable et exceptionnelle dans les HER2 positifs, sur lesquels je ne reviens pas. Et l'autre, le sacituzumab govitecan, c'est-à-dire un anti-TROP2, couplé également à un payload de type inhibiteur topo 1, donc le Trodelvy, sacituzumab govitecan, qui a montré d'abord dans un premier temps dans le triple négatif et qui s'étend également sur les cancers luminaux en ligne avancée après un échec de 2 lignes de chimiothérapie. Et depuis, donc, c'est une prescription du quotidien avec des accès précoces dans ces situations-là. Était donc montré en présidentielle un troisième ADC, le datopotamab deruxtecan, dans une situation de maladie
exactement dans la même chose, c'est-à-dire hormono-résistante, et qui a évolué après 1 à 2 lignes de chimiothérapie. Le datopotamab deruxtecan, ça fait hippopotamab, mais voilà, c'est dato. Alors, c'est un anti-TROP2 également, mais c'est différent du sacituzumab du Trodelvy, c'est un petit peu différent. Et c'est collé, c'est un espèce de mix entre Trodelvy et Enhertu, voilà, pour ceux qui voient bien les deux médicaments, collé avec un linker et donc au deruxtecan de l'Enhertu, en quelque sorte. Donc c'est une espèce de molécule un petit peu mixte des deux, avec une charge, vous voyez, de molécules de chimiothérapie de 4 molécules de chimiothérapie collées sur l'anticorps. Donc la situation d'étude, donc c'était TROPION-Breast 01, donc c'est une étude de phase 3 qui proposait à des patientes qui avaient été considérées comme hormono-résistantes, donc elles avaient échappé à de l'hormonothérapie de première intention, quelle que soit la ligne, avec ou pas inhibiteur CDK4/6, et qui avaient échappé à 1 ou 2 lignes de traitement de chimiothérapie préalable conventionnelle. On randomisait Dato-DXd, donc c'est une perfusion 1 fois toutes les 3 semaines, contre une chimiothérapie autre chose de l'investigateur, qui est toujours à peu près classique, de l'éribuline, ou de la vinorabine, ou de la gemcitabine, ou de la capecitabine, des choses qui sont tout à fait standards. Une évaluation, un critère de jugement qui est mixte, OS et PFS dans cette étude. En termes de toxicité, c'était jugé manageable, tolérable, avec un profil de toxicité un peu classique de ce qu'on connaît avec les ADC, avec un TECAN dessus, c'est-à-dire une toxicité digestive, de la fatigue, de l'hématotoxicité globalement, et des choses un petit peu plus spécifiques qu'on n'avait pas vues avant, de la stomatite et de la xérophthalmie avec ce type de médicament-là. Il n'y avait pas de pneumopathie interstitielle, ou peu, on va dire, il y en avait peu, par rapport au trastuzumab deruxtecan, qui en a un petit peu plus. Le critère de jugement principal, donc la survie sans progression, le résultat est positif, l'étude est stricto sensu positive, vous voyez les courbes sont écartées, un hazard ratio à 0,63, un bénéfice numérique de 2 mois, 6,9 contre 4,9 dans cette population. En taux de réponse, c'est mieux, on rajoute 14-15%. Globalement, un taux de réponse sur une ligne avancée, ça peut être toujours intéressant sur des lignes avancées, évidemment, les taux de réponse, ce n'est pas tout le temps évident sur les lignes avancées, donc c'est un mieux que par rapport à la chimiothérapie habituelle. Les courbes de la survie globale n'ont pas été montrées parce que ce n'est pas encore mature, néanmoins a été signalée une tendance à un bénéfice également sur la survie globale. Donc, moi j'ai fini ma présentation à peu près, donc j'ai fait quelques diapos du coup de nos réflexions actuelles, c'est-à-dire que les ADC sont arrivés, c'est une chose. On va attendre la survie globale, mais on a probablement un 3e anticorps conjugué qui arrive dans le créneau en ligne avancée. Et évidemment, on va se poser des questions. Ça va remonter, évidemment, les lignes de façon attendue. On a peut-être un 3e accès précoce bientôt avec cette molécule-là. Ce n'est pas certain, puisqu'il y a déjà les 2 autres. Est-ce que le labo va se positionner pour faire la demande sans l'OS? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. En tout cas, peut-être prochainement, on va avoir cette molécule. Ça va nous faire poser des questions, et notamment, quels patients? Alors déjà, petite remarque, en scénologie, on a, comme la prostate, beaucoup de patientes qui ont longtemps, sur les maladies luminales, des maladies osseuses exclusives, hormonosensibles pendant très longtemps, et très sensibles aussi probablement à la chimiothérapie simple, orale par exemple. On peut penser à la capecitabine en première ligne. Ces patientes-là sont souvent exclues des essais, parce qu'une maladie osseuse, ce n'est pas mesurable. Voilà. Et ce n'est probablement pas la même biologie. Ce n'est pas de la maladie viscérale, hépatique ou pulmonaire. C'est des maladies osseuses, évolution lente, longtemps, qui répondent longtemps à l'hormonothérapie. Des biologies particulières, et donc ces malades-là ne sont pas déjà, peut-être tout à fait dans le cadre relève dans le cadre de traitement obligatoirement par ADC. Donc ça va être une vraie question. Est-ce qu'il faut systématiquement, peut-être le jour où on n'aura que des premières lignes avec des ADC, on s'attend à ça, traiter ces patients avec de l'ADC systématique? Je ne suis pas certain. Est-ce que les données sur vie globale, est-ce qu'on nous donne comme données, l'emporteront pour la prescription systématique? C'est une vraie question, c'est un peu provocateur de dire ça, dire que pas prescrire une molécule qui fait de l'OS par rapport à de la chimiothérapie conventionnelle. Pourquoi? Parce que les PFS, si vous regardez juste les cases, les Dato-DXd et sacituzumab govitecan, vous voyez que les PFS par rapport au standard, le bénéfice, certes, il est significatif statistiquement, mais la pertinence sur une ligne avancée, quand on gagne 1,5 à 3 mois, c'est pas si évident que ça. Voilà. Surtout quand on a d'autres options thérapeutiques. On n'a pas rien derrière, on a d'autres options thérapeutiques. Et quand on voit qu'on a quand même des profils de tox qui sont quand même assez cognés. Voilà. Quand on compare de la capecitabine orale, les patients sont chez eux, à du sacituzumab govitecan, on ne peut pas trop comparer en termes de tolérabilité, malheureusement. Donc c'est un vrai questionnement quand même.
que peut-être la CNO a, peut-être par rapport à d'autres spécialités, c'est vrai, mais c'est un vrai questionnement qu'on a au quotidien. Est-ce que moi, il faut toujours qu'on prescrive celui qui a le plus d'OS pour gagner 1 mois ou 2 mois? Je ne suis pas forcément certain. Ça, c'est un avis personnel. Voilà, comment? Bien sûr, si on a 3 ADC, on va avoir bientôt les délégués qui vont arriver en nous disant le mien, c'est le meilleur. Il va falloir surtout qu'on ait plus de données scientifiques. Lequel en premier? Comment on les organise les uns après les autres? Est-ce qu'il faut faire de la chimiothérapie d'intervalle pour effacer la résistance? Parce que vous avez entendu sacituzumab govitecan, trastuzumab deruxtecan, on est des técans après des técans. On a toujours appris dans la cancérologie, técan après técan, quelques chimiothérapie après chimiothérapie la même, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Donc, on va falloir qu'on se pose des questions. On soulignera le travail de François Poumeau et coordonné par Florence, un travail national qui va être présenté demain à San Antonio, avec un travail rétrospectif sur effectivement nos séquences qu'on fait en routine à l'accès précoce, trastuzumab suivi de sacituzumab govitecan. Globalement, la pression qu'on a, c'est que le deuxième, il marche beaucoup, beaucoup moins bien et qu'on n'est pas du tout sur les données chiffrées des études. Voilà, donc il faut effectivement pondérer aussi les résultats de ces études. Les biomarqueurs, c'est un besoin qui manque radicalement. On n'a pas encore, à part le marqueur de membrane HER2, globalement, nous n'avons aucun marqueur prédictif d'efficacité ou de résistance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pistes. C'est encore à l'étude. L'avenir sera certainement, on l'a déjà signalé au cours des présentations précédentes, les combinaisons et notamment, je soulignerai juste, l'immunothérapie notamment, avec une présentation, j'en parle juste à l'oral, je ne la cite pas, de l'étude Begonia. Le bras 7 de l'étude Begonia, c'est des cancers du sein triple négatifs en première ligne, qui étaient non sélectionnés sur le statut PDL1 et qui avaient été traités par le Dato-DXD, plus du durvalumab dans cette étude, cohorte simple, 80% de taux de réponse, c'est mieux que n'importe quelle chimiothérapie qu'on fait aujourd'hui en première ligne dans les triples négatifs, et indépendamment du statut PDL1, ce qu'on avait, nous, en CNO, jamais vu jusque-là. Donc il y a probablement des choses très très intéressantes à fouiller, surtout sur les combinaisons à l'avenir. Voilà nos interrogations aujourd'hui, j'en ai terminé. Merci Moni, merci. Ces réflexions de stratégie aussi, c'est vrai que c'est toujours important de se poser les bonnes questions. En scénologie, une question à Moni sur ce qui a été présenté ou des choses qui auraient été passées trop vite peut-être ou non? Tout est très clair? Alors c'est parfait, on continue. Merci Moni. Carlos Gomez-Roca, merci de venir nous parler des molécules innovantes. Et alors toi, c'est carrément un flash info. C'est même plus le pitch, c'est pire, c'est le flash info. C'est encore plus vite. 10 minutes. Donc, flash info sur les molécules innovantes. Et je vous montre comment j'ai structuré. C'est rapide, pas plus de 10 slides. Et sur les nouveautés, donc ce qu'on voit s'approcher, ça c'est pour les immunothérapies, pour les thérapies ciblées et un petit bonus track pour la fin, hors sujet, mais toujours intéressant. Donc, par rapport aux thérapies ciblées, donc, on fait des phases précoces. Les phases précoces comprennent aussi les études basket. Et ici, je vous montre une étude basket, c'est lui en premier, trastuzumab deruxtecan. Donc, ce n'est pas si innovante, mais à propos des résultats sur différents types de tumeurs. Donc, après, on a eu aussi des lâcheurs de anticorps conjugués, aussi utilisant un payload de topo 1 et avec celui-là c'est un vrai phase 1 multitumeur et finalement un autre anti-HER2 tout à fait intéressant car les payloads c'est un immunomodulateur. Donc c'est à différence des autres qui sont des chimiothérapies. Ici les payloads c'est un TLR
TLR7-8 qui stimule la présentation des antigènes au niveau des cellules dendritiques. Et donc là, sur ces tableaux, on voit les différents niveaux de réponse. Et pour les trastuzumab deruxtecan, on va les voir en plus en détail. À retenir beaucoup de réponses partielles chez les low de 37%, toutes tumeurs confondues pour le trastuzumab deruxtecan, 61% toutes tumeurs confondues chez les high expressors, et très bonne réponse, 50% pour l'autre anticorps conjugué, et 30% quand même chez des patients, chez des tumeurs ayant parfois été exposés au HER2 avec seulement un immunomodulateur. À noter que, bien que ce soit un immunomodulateur, l'association avec des nivolumab n'a pas montré une amélioration du taux de réponse. Au niveau de la sécurité, on retient qu'on voit malheureusement toujours de la pneumopathie interstitielle avec les trastuzumab deruxtecan aux alentours de 11%, 1,4 grave. Et pour l'autre anticorps conjugué, on rapporte un 1%. Pour le anticorps conjugué avec l'immunomodulateur, les toxicités sont plutôt type nouvelles immunomodulateurs qui sont des IRR, donc des réactions au moment de la perfusion qui se manifestent comme des frissons et des pics de fièvre. Ici, c'est les détails sur les trastuzumab deruxtecan. Ça, c'est bien de le présenter. Pour se donner une ordre d'idée, on est dans les essais précoces appelés pour différents patients avec des différents types d'histologie, types de tumeurs, et pour des tumeurs exprimant l'HER2. Donc c'est pas mal avoir ces informations, et on retient ce qu'il a déjà mentionné à l'oral et Laurence, des très bons résultats chez les high expressors et des tumeurs gynécologiques et aussi dans les low. Des bons résultats au niveau de la vessie. Donc, on sait déjà que l'HER2, il peut être exprimé, mais avec des autres thérapies ciblées, on n'a pas pu avoir de bons résultats. Dans le cancer de la voie biliaire, il y a aussi de bons résultats et il y a des études spécifiques quand on est un high expressor. Et dans les pancréas, ça ne sert pas à grand-chose, même si on est des high expressors. Question, est-ce que c'est quelque chose propre à la biologie de la tumeur? Est-ce que la majorité de ces patients, ils ont déjà reçu de l'irinotecan? Et donc, il y a peut-être une résistance croissée au deruxtecan, que c'est un top 1. On continue donc avec les thérapies ciblées. Nouveau, simplement pour mentionner un nouveau inhibiteur KRAS G12C, il y en a plusieurs. Celui-là a été testé au niveau de l'escalade des doses sur des autres mutations KRAS G, malheureusement sans efficacité. Et finalement, on présente comment on observe des résultats similaires aux autres inhibiteurs KRAS G12C dans les tumeurs du poumon, aux alentours des 50%. On peut dire qu'il y a certains qui peuvent faire un peu mieux, un autre un peu moins, mais c'est à peu près les taux de réponse. Et on note aussi l'émergence de cette thérapie pour le cancer du pancréas, KRAS G12C, qui est à une fréquence de à peu près entre 10-15%, on me corrige on corrige. Et c'est intéressant de le mentionner parce qu'on a un essai clinique à ce moment-là avec une autre molécule de chez Loxo qui cible le cancer des poumons, mais aussi le cancer des pancréas. Donc c'est une option tout à fait intéressante pour des patients en échec d'une ou deux lignes de traitement. Immunothérapie. Donc, pour les immunothérapies, je voudrais vous rappeler cette graphique que vous l'avez vu plusieurs fois, mais que ça va servir au discuter et montrer où il agit les nouvelles immunothérapies. Donc, ça représente le cycle de présentation de l'antigène, jusqu'à l'obtention d'une réponse immunitaire efficace, donc qui arrive à tuer la cellule tumorale. Donc, présentation de l'antigène, expansion, circulation qui rentre dans la tumeur, qui l'attaque, qui la tue. On a vu cette année deux présentations d'une association de TIGIT et anti-PD1
Donc, TIGIT, c'est un des checkpoint inhibiteurs. Et cette jeu de montre qui suit ces cycles montre que l'effet est plutôt sur la partie finale de la présentation de l'antigène. Donc, il doit avoir déjà un priming, donc que le système immunitaire reconnaît les antigènes de la tumeur. Et donc, l'anti-PD1 et les TIGIT agissent en essayant de lever les freins imposés par la tumeur sur le système immunitaire. Mais il doit déjà avoir une réaction. C'est ça, c'est important à identifier, je vais vous expliquer. Après, il y a aussi les thérapies ciblées, qui basiquement, c'est on injecte, on récupère et on réinjecte des cellules immunitaires chez les patients. Et donc, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de cycle, on va directement attaquer la tumeur. Donc, ici, c'est des résultats d'un essai multitumeur associant un nouveau inhibiteur TIGIT. Il y en a plusieurs. C'est une cible qui est en développement depuis plusieurs années, où on retrouve qu'il y a des réponses chez les patients qui doivent répondre à l'immunothérapie. Donc, il n'y a pas des scoops, il n'y a pas des choses inattendues. Pour rappel, dans les cancers du poumon, les associations avec la chimiothérapie ont été, les associations chez les PD1 50% ont été un échec parce qu'il n'avait pas eu une amélioration de la survie. Donc, l'impression, c'est qu'avec ces thérapies, on obtient des réponses plus profondes, meilleures réponses partielles, mais il n'y a pas une influence sur la survie à long terme du patient. Donc, peut-être le système immunitaire peut être plus rapide en se mettre en activité, mais à la fin, les bénéfices, il est similaire. Après, on rentre dans les thérapies cellulaires. Donc, ici, c'est un essai d'un CAR-T-cell contre une cible qui s'appelle la guanylate cyclase 2C. Donc, le concept de CAR-T-cell, c'est de récupérer donc, des cellules, et ça c'est les graphiques paraphérèses du patient, et fabriquer, donc, incorporer au génome de cette cellule la cible sur lesquelles des récepteurs TCR, donc des récepteurs de cellules T contre la cible qu'on veut attaquer et qu'il est surexprimé dans la tumeur et peu exprimé dans les tissus tumoraux. Et comme ça prend du temps, 2 à 3 semaines, et 2 à 3 semaines c'est assez optimal, et il est nécessaire de faire un traitement d'entretien. Bridging therapies, c'est un traitement d'entretien pour que le patient tienne jusqu'à pouvoir récupérer les médicaments. Donc, il y a ce médicament lié à IM96 qui touche cette molécule au niveau du récepteur en obtenant des réponses assez... dans les cancers du côlon, excusez-moi, c'est important, avec une réponse partielle de 10%, 11%, et des réponses mineures chez 33%. Donc là, il n'y a pas d'hippopotame. Plus de 10%, on est très content dans les essais précoces. Et si c'est plus de 30%, on est au nuage. Et continuons dans les thérapies cellulaires. Ici, c'est un concept similaire, mais contre une autre cible. Ici, c'est les MAGE4. Donc, les MAGE4, c'est un antigène présent au niveau des testis et de la placente. Donc, habituellement non exprimé par les tissus extra-embryonnaires et extra-testiculaires, mais qu'il est surexprimé dans plusieurs types de tumeurs, notamment les poumons, comme toujours, les poumons, et la vessie, l'ORL et et les ovaires. Donc ici, c'est un CAR-T-cell, donc thérapie. Par contre, la différence avec un CAR-T-cell, c'est qu'ici, on modifie les récepteurs T de le lymphocyte du patient pour qu'ils reconnaissent MAGE4. Donc, même méthode, leucophérèse, on récupère les lymphocytes et on induit l'expression de ces récepteurs. Donc, des réponses très intéressantes dans les différents types de tumeurs et spécialement dans les cancers de l'ovaire. Donc, affaire à suivre, bien que la complexité de la production de cette molécule elle est toujours un facteur limitant. Un point intéressant, c'est qu'ils l'ont utilisé en monothérapie
et aussi en association avec les nivolumab. Et chez des patients qui ont pu faire des biopsies séquentielles, ils ont observé que dans la tumeur, il y avait une sous-infiltration des cellules propres, des CD3, donc des lymphocytes propres aux patients, ainsi que les lymphocytes injectés. Celui-là, je le trouve très intéressant aussi parce qu'en réalité, là, c'est aussi un CAR-T-cell contre une cible aussi confidentielle qu'elle est exprimée au niveau de la placente et qu'elle est très représentée dans les tumeurs germinaux et aussi les cancers de l'ovaire, que c'est les Claudine 6. C'est qu'il y a le mode de fabrication, c'est les mêmes, mais ce que c'est intéressant comme approche, c'est que habituellement, quand on fait des CAR-T-cells, on injecte les cellules et on espère que cette cellule attaque la tumeur, mais qu'en même temps puisse avoir une réplication persistante pour obtenir des réponses dans la durée. Or, cela n'arrive pas toujours. Et il y a différentes méthodes qu'ils sont en train d'utiliser pour permettre que ça se maintienne, cette clonalité, cette reproductivité. Et ce qu'ils ont fait, ils ont associé à un vaccin ARN. Donc, au niveau, donc un vaccin dans un liposome et qui exprime donc pour fabriquer la Claudine 6 et qu'il est injecté à des rythmes dont je ne me souviens pas la fréquence, mais qu'à des façons répétitives. Et cette injection stimulait la présentation de l'antigène et donc ça a stimulé la clonalité, la division cellulaire de CAR-T-cell injectés. Chose que c'est une approche que je n'avais pas vue auparavant et que c'est très intéressant. Donc, si je prends cette graphique ici, c'est des CAR-T-cells, mais on est en train d'agir aux deux niveaux. Donc, l'attaque directement sur la cellule tumorale, mais aussi on est en train de stimuler la fabrication propre à l'organisme de la protéine et la présentation de l'antigène. Et les bonus tracks, c'est simplement pour le plaisir de la science. On se confronte à la pneumopathie interstitielle et surtout pour les immunothérapies, on les voit avec une relative fréquence. Et il a été présenté à l'ESMO au moins un mécanisme qui a été identifié, que ça serait une auto-immunité du patient envers le surfactant B, la protéine de surfactant B. Et donc, c'est une étude assez poussée et où ils ont traité des patients avec un cancer de poumon, qu'ils devaient avoir ces immunothérapies. Et une fois qu'elle présentait un effet secondaire immunorelated, donc habituellement c'était des effets secondaires de type dermatologique, bras contrôle, et les patients étudiés aussi que c'est ce que faisait une pneumopathie interstitielle. Et ils ont fait plusieurs prélèvements. Tous les patients, ils ont eu des prélèvements périphériques, pour rechercher des anticorps et évaluer les lymphocytes. Et chez certains patients, ils ont même arrivé à faire des biopsies au niveau de faire des études pour le lavage bronchoalvéolaire, pour recherche de la cause. Et on faisait des biopsies. Et pour faire court, il était observé que chez les patients qui présentaient déjà des immunoglobulines contre les surfactants, là, il avait plus de pneumopathie interstitielle que chez les patients qui ne les présentaient pas et que le nombre, les titres des anticorps a augmenté. Et ils ont aussi montré en périphérie qu'il avait une expansion des lymphocytes T contre les surfactants B et sur les biopsies aussi. Donc, c'est intéressant comme mécanisme, identification du mécanisme d'action d'un effet secondaire qu'on risque toujours de croiser. Donc, merci pour votre attention. Merci Carlos. Bravo, tu as été parfait, tu as tenu le temps. Est-ce que quelqu'un a une question pour Carlos sur toutes ces données de molécules innovantes, ces mécanismes? Non? Si.
Donc, tu l'as évoqué sans dire le mot directement, mais sur les vaccins antitumoraux, éventuellement à ARN messager, est-ce que on en parle beaucoup, est-ce que tu as vu des choses, est-ce que ça avance bien ou est-ce que tu vois les limites? Vaccins thérapeutiques, hein, je parle. Oui, alors, par rapport à cela, la question c'est qu'on ne sait pas bien. Donc il y a des choses très, très intéressantes en développement, mais présentées dans des autres congrès. Donc par exemple, cette année, à l'ASCO, on présentait une étude où on donnait un vaccin ARN plus une immunothérapie en adjuvant à des cancers du mélanome, avec des résultats d'absence de diminution de risque de rechute. Donc, c'était des patients locaux à haut risque opérables, qui ont été opérés à haut risque de récidive, avec des très bons résultats. Donc, les vaccins ARN, il peut marcher. Après, il y a des questions qui se posent sur la durée de l'efficacité versus un vaccin dit classique fabriqué avec des peptides et des protéines. Où il y a des gens qui préconisent que les peptides devraient donner des réponses de plus longue durée que les ARN. Mais ça reste aujourd'hui des hypothèses. Il n'y a pas eu encore de comparaison. Pour ce qui concerne donc les vaccins, il y a un rôle donc aussi, notamment je pense en adjuvant, et il y a des essais dans les cancers du poumon où des vaccins multi-target comme Tedopi, ils ont aussi montré une efficacité ajoutée. Après il y a des questions qui restent, mais ça peut aider, mais probablement dans des étapes plus tôt dans de la maladie. Merci Carlos. Alors le dernier temps était éventuellement pour une info majeure qui aurait été oubliée, si quelqu'un a dans la salle ou en ligne une info complémentaire à dire sur cet ESMO. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? De scientifique, hein, on ne vous demande pas... Allez, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre venue. Merci à ceux qui ont participé en ligne aussi. Et pour votre attention et le timing que vous avez respecté. Merci.